Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Ce matin, je vous emmène à la rencontre d'Emeline, la fondatrice d'Oman. Emeline est venue à la maison pour enregistrer notre conversation. Assise paisiblement dans mon bureau, micro posé sur la table, verre d'eau à portée de main, tellement utile lorsque l'on parle longtemps, j'ai allumé mon enregistreur et je suis partie à la découverte d'Emeline. Je remercie Emeline pour son temps, ce qu'elle a partagé ici. Parler de soi n'est pas toujours simple, et Emeline l'a fait avec beaucoup de transparence et de spontanéité. Je ne peux que vous encourager à découvrir ce qu'Emeline propose avec Oman, une façon de vous reconnecter à vous-même et de trouver les pratiques bien-être qui vous correspondent. Merci à toi Emeline pour ce moment de partage et pour tes mots en fin d'épisode qui m'ont extrêmement touchée. C'est parti pour 1 heure avec Emeline Van Bremersch, fondatrice d'Oman. Bonjour Emeline. Bonjour Claire. Alors je suis ravie de t'accueillir sur La Boussole. Alors Emeline, c'est toi qui m'avais contactée parce que tu avais échangé avec Laure qui a été une de mes invitées de la fin 2021. Tout à fait. Un très bel épisode d'ailleurs que je vous recommande d'écouter. Et donc Emeline, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Je vais peut-être d'abord te laisser te présenter si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Donc Emeline, je suis la fondatrice de Oman. Je suis aussi consultante formatrice et coach certifiée. Alors je suis originaire du Pas-de-Calais à la base où j'ai grandi jusqu'à mes 17-18 ans. Ensuite je suis partie pour mes études supérieures sur la métropole lilloise où j'ai fait une école de commerce sans trop savoir vraiment ce que je voulais faire. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer des entrepreneurs et ça a été un peu la révélation pour moi. Je me suis rendu compte que c'était ce vers quoi je voulais aller. Donc, j'ai construit mes études par rapport à ça pour développer mes compétences entrepreneuriales et puis aussi continuer ensuite par rapport à la place de l'humain dans l'entreprise parce que j'ai toujours été passionnée des relations humaines. Et puis, finalement... à travers ce parcours en ressources humaines, je me suis rendu compte que j'avais besoin vraiment d'être au contact des équipes et que l'envie d'entreprendre était en même temps toujours là. Donc, je suis sortie d'études supérieures avec l'envie d'entreprendre, mais pas un projet précis, 1000 idées, mais pas un projet. Donc, j'ai saisi l'opportunité d'être consultante formatrice pour accompagner le changement dans les entreprises en étant très axée sur la place de l'humain et les comportements humains. J'ai pu faire ça donc pendant 5 ans où j'ai traversé toute la France pour former en entreprise, principalement en industrie. Et puis, il y a 2 ans, l'envie d'entreprendre est revenue. Donc, j'ai pu en parler avec mes employeurs qui avaient déjà compris, cerné un petit peu mon profil. Donc, ils m'ont laissé la possibilité de réduire mon temps de travail pour monter un projet. J'ai eu l'idée déjà de créer un centre bien-être parce que je suis passionnée moi-même par les pratiques du bien-être et pour aider chacun à ce qu'on trouve ce qui fait sens pour nous et à nous épanouir dans nos vies professionnelles et personnelles. Et puis le Covid est arrivé. Donc j'ai revu un peu ma copie et j'ai saisi l'opportunité de développer une activité sur le digital. C'est ainsi qu'est né donc Oman. Donc je propose des programmes initiatiques en ligne pour faire découvrir les pratiques du bien-être à ceux qui veulent prendre soin d'eux sans forcément avoir le temps de consulter des praticiens ou sans savoir vers qui se tourner. Là, l'objectif, c'est que vous avez tout à disposition en ligne et vous pouvez choisir les programmes qui vous intéressent, avoir les outils à disposition à la maison quand vous le souhaitez, quand vous en avez besoin et d'où vous le voulez aussi, parce que je sais ce que c'est qu'être aussi en déplacement, donc ça permet aussi d'y accéder même quand on est en vacances, pourquoi pas. Super, merci Emeline pour cette présentation. Je te propose qu'on remonte un petit peu dans le temps, si tu veux bien, et qu'on parle de tes études. Donc, oui. Tu as fait un bachelor à l'EGC, je crois, c'est ça? Exactement. Et après un master en ressources humaines à l'IAE. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ces années d'études?
Oui, tout à fait. Donc, comme je te disais, j'avais fait 1 an de langue étrangère appliquée entre-temps, à la sortie du lycée, sans trop savoir ce que je voulais faire. J'entendais beaucoup que parler anglais, c'était important pour travailler dans les grandes entreprises. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était intéressant pour développer effectivement les langues étrangères, mais ça m'apportait pas vraiment d'idées plus précises sur ce que je voulais faire. Donc j'ai eu la chance de découvrir le GC lors d'un salon d'orientation. Et finalement, le point fort de cette école, et je vais le vendre d'autant plus que j'y donne des cours maintenant, mais c'est vraiment d'apporter des compétences pluridisciplinaires, puisque on a des cours sur le marketing, sur la gestion financière et comptable, sur le commerce. Donc ça donne vraiment une palette complète de l'entreprise. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'expériences professionnelles à travers différents stages. D'accord. Donc moi qui savais pas ce que je voulais faire, c'était vraiment top de pouvoir développer des compétences dans des domaines qui sont tout nouveaux quand on sort du lycée, et de pouvoir aussi aller voir en entreprise ce que ça donne. Et puis comme j'aime bien toucher un peu à tout, à chaque nouvelle opportunité de stage, je changeais complètement de secteur d'activité pour vraiment découvrir un maximum de métiers et trouver celui qui m'inspirait. Et puis effectivement, à la fin de l'EGC, j'étais un peu plus avancée. Je sentais que je voulais partir plus sur le management ou les ressources humaines. Et c'est une partie qu'on voyait un peu moins à l'époque à l'EGC. Maintenant, ça a un peu évolué. Et de ce fait, je me suis dit, je vais compléter mes compétences avec les ressources humaines. De toute manière, même si je veux entreprendre, parce que l'idée était déjà un peu là, j'ai besoin aussi de savoir manager une équipe, voir c'est des compétences qui sont utiles, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc je me suis dit, ça peut que m'apporter du positif. Et pareil, j'ai voulu faire en alternance parce que j'avais l'habitude maintenant de l'entreprise. J'avais terminé les 6 derniers mois aussi en alternance à l'EGC, donc j'avais besoin de continuer dans ce rythme-là. Donc j'ai fait le master RH de l'IAE en alternance, effectivement, à la SNCF à l'époque. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens de ces années? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, l'EGC, ça m'a apporté, comme je disais tout à l'heure, l'envie d'entreprendre, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais pas en tête, dans le sens où je viens d'une famille où il n'y a pas d'entrepreneurs, ou du moins, ils sont pas définis comme tels, parce que c'est des familles qui viennent d'univers agricole. Donc finalement, les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs, mais du moins, on m'avait jamais parlé de l'entrepreneuriat avant. Donc c'est vraiment à travers mes études que j'ai pu avoir cette idée qui a commencé à naître au fond de moi. Et puis surtout, ça m'a apporté une vision de l'entreprise, ça m'a apporté la capacité à prendre la parole en public, parce qu'on avait beaucoup de présentations orales, la capacité à travailler en projet. Donc c'est vraiment des compétences que j'ai pu développer à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je garde beaucoup plus en tête ce que j'ai appris à l'EGC, parce que je m'en sers finalement beaucoup plus souvent dans mon expérience d'entrepreneur. La partie ressources humaines était très intéressante aussi, plus d'un point de vue très conceptuel finalement. Et à aujourd'hui, je l'utilise pas ou peu, parce qu'effectivement, je suis pas amenée... aujourd'hui, j'ai pas d'équipe avec moi, je travaille en autonomie pour le moment. Après, ça peut m'aider dans le conseil aux entreprises, et surtout pour comprendre aussi les interlocuteurs avec qui je travaille, puisque je peux être amenée à travailler aussi avec des services RH sur une deuxième partie de mon activité qui n'est pas évoquée, qui est aussi la formation et le coaching. Donc finalement, je peux être en relation aussi avec ces publics-là. Donc finalement, à travers toutes ces études, j'ai pu aussi comprendre les différents métiers et comprendre de ce fait les interlocuteurs avec qui je travaille aujourd'hui. Super. Et donc, une fois que tu sors de l'IAE, tu as ton master 2 en poche. C'est ça. Donc tu pars plutôt vers la partie consultant. Et pourquoi ce choix ? C'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à moi. En fait, je suis sortie de l'IAE, j'avais du mal à me positionner en termes de recherche d'emploi, dans le sens où les postes en ressources humaines qui étaient proposés aux jeunes diplômés, c'était soit dans le recrutement, essentiellement, et j'avais peur de vite m'ennuyer dans le recrutement. J'en avais fait un petit peu à travers de l'intérim, mais j'avais peur de vite m'ennuyer. Et je voyais ça plutôt comme des postes soit très commerciaux dans certains secteurs d'activité, soit dans des postes qui nécessitaient, si vraiment je voulais m'épanouir là-dedans, qui nécessitaient des compétences plus en psycho que j'avais pas. Donc je me voyais pas trop partir sur ce chemin-là. Ensuite, il y avait des postes qui étaient recherchés dans tout ce qui était paye, mais pareil, on n'avait pas forcément été formé à ce niveau-là.
Et puis, c'était pas quelque chose qui m'intéressait non plus. Et moi, je voulais un poste pluridisciplinaire parce que pendant toute mon alternance à l'IAE, j'ai été sur le terrain, j'ai été sur un poste plus de manager, dans une équipe sécurité incendie. J'étais pas du tout en service RH comme les autres personnes de ma promo, en fait. D'accord. Donc, j'avais vraiment ce besoin de rester en contact avec le terrain. Et les postes qui m'étaient proposés, c'était pas forcément le cas, en fait. C'était des postes qui étaient très RH, soit très administratifs, soit très recrutement, mais assez éloignés finalement des équipes. Et si je voulais un poste pluridisciplinaire et proche des équipes, ça demandait d'acquérir de l'expérience auparavant, donc j'avais du mal à trouver ce que je voulais. Et puis en cherchant, je suis tombée sur cette annonce d'un organisme de formation qui accompagne les entreprises à mettre l'humain au centre du jeu. Et finalement, ça m'a interpellée. J'ai vu le mot humain qui m'a toujours parlé. J'ai vu la partie formation à laquelle j'avais jamais pensé, en fait, finalement. Le conseil, je l'avais dans un coin de ma tête, mais je m'étais toujours dit, ça, c'est des postes qui seront accessibles après 10, 15, 20 ans d'expérience. Et puis, en voyant cette offre, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai testé, j'ai passé l'entretien, ça s'est super bien passé. Et puis, finalement, j'avais cette chance... lors des entretiens, avec un profil qui était finalement assez atypique, parce que malgré le parcours qui a du sens, les alternances étaient à chaque fois très différentes de ce qui était habituel. Donc mon CV avait parfois du mal à passer juste sur le papier, mais dès que j'étais en entretien, ça se passait plutôt bien. Et là, ça s'est super bien passé. Donc, ils avaient le choix entre 2 candidats. Et finalement, ils nous ont pris toutes les 2. Parce qu'ils se sont dit, autant faire grandir l'équipe avec 2 profils qui nous intéressent. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans ce poste, dans le conseil, la formation. Je suis vraiment arrivée là... les yeux grands écarquillés en me disant, voilà, je me lance dans l'inconnu. Ça demandait des déplacements, ça demandait de prendre une posture par rapport à des publics qui sont souvent beaucoup plus âgés que moi, qui sont dans des secteurs d'activité que je ne connaissais pas forcément à l'époque. Donc c'est vrai que c'était un gros challenge, mais je m'étais dit aussi, j'ai l'opportunité de pouvoir le faire maintenant. Si eux me font confiance, ça veut dire que je peux me faire confiance aussi finalement. Et puis c'est une super opportunité pour découvrir un maximum d'entreprises, parce qu'à travers le conseil, la formation, tu vas dans plein d'entreprises, donc c'est ce que je recherchais, ce que je voulais aussi, avoir l'occasion de découvrir différents secteurs d'activité, différentes cultures d'entreprise. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce poste. Et donc tu y restes 5 ans, c'est ce que tu disais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... tu te poses la question d'entreprendre, c'était quelque chose que tu avais envie de faire mais que tu n'avais pas forcément le projet en face. Comment déjà ton idée, elle naît en fait, ton idée de projet? Mais en fait, déjà, à la fin des études et entre le moment où je trouve ce poste de consultante formatrice, j'en profite pour faire des formations sur l'entrepreneuriat, pour travailler mon idée, et enfin mes idées de ce fait à l'époque. Donc ça permet déjà un peu de préciser, mais c'est encore très loin de ce que j'ai construit ensuite. Et finalement, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, en fait, je m'étais toujours dit, dès que je suis rentrée sur ce poste, je suis restée entre 3 et 5 ans. Ça a toujours été quelque chose en tête. Et puis, je pense qu'au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je commence à avoir bien fait le tour. C'était un métier qui avait du sens parce que j'intervenais sur la partie sécurité au travail en plus, donc ça avait du sens d'éviter que les personnes se blessent au travail. Mais on était auprès d'un public industriel et du coup très porté sur la santé physique des collaborateurs, qui est très intéressante, mais il manquait le côté un peu plus psycho, un peu plus axé sur le mental, qui est quelque chose qui m'a toujours intéressée et qui me correspond plus finalement. Donc déjà, j'ai eu envie de revenir un peu à ça. Et puis oui, l'impression de finalement revenir dans une certaine routine, avoir l'envie de changer. Et puis les déplacements aussi, faut pas se le cacher, c'est hyper intéressant, mais sur le long terme, voilà, ça demande des sacrifices au niveau de notre vie privée aussi. Donc voilà, progressivement, j'ai commencé à perdre un peu finalement l'équilibre dans la balance. L'équipe a évolué aussi. J'ai perdu des collègues avec qui je m'entendais très bien. Il en restait aussi des avec qui je m'entendais très bien. Mais voilà, il y a une forme de déséquilibre. Et en fait, dans ce métier-là, avec justement tous ces déplacements qui forment quand même pas mal de contraintes, c'est important d'avoir un équilibre. Ouais. Et à partir du moment
où il y a un élément qui change, finalement, ça se déséquilibre et on commence à avoir plus le négatif que le positif. Donc je me suis dit, j'ai besoin de changer. J'ai recommencé à faire quelques recherches. Finalement, à ce moment-là, ils m'ont proposé d'évoluer, donc je me suis dit, pourquoi pas ? Mais je commençais à me reposer la question de l'entrepreneuriat. Et puis, ça a commencé à reprendre plus de place effectivement, il y a 2 ans, où vraiment c'est devenu presque une évidence en me disant mais c'est le meilleur moment de le faire, quoi. J'ai pas d'enfants, j'ai très peu d'engagement, donc je peux tout tenter finalement. Je me vois pas retourner dans une autre entreprise parce que je sais pas ce que je voudrais faire dans une autre entreprise. En fait, moi, ce qui m'appelle, c'est l'entrepreneuriat. Donc ouais, c'est revenu à ce moment-là. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai vécu un événement personnel qui m'a aussi, je pense, pas mal bousculé, le décès de ma grand-mère. Et ça m'a tellement bousculée que je me suis dit, mais c'était une femme hyper courageuse qui a réussi à se battre alors qu'elle a perdu son mari très tôt. Elle a réussi à s'occuper d'une ferme, de ses enfants, etc. Et je me suis dit, il faut que je me batte pour elle, il faut que je réalise mes rêves, pour qu'elle soit fière de moi. Donc je pense que ça a débloqué quelque chose. Et puis, la veille de mon entretien annuel, en fait, je me suis dit, je vais leur demander de réduire mon temps de travail. Mais ça a été sur un coup de tête. Et je suis arrivée en entretien, j'ai pas eu le temps de leur poser la question, qui m'ont dit comment tu te sens, tu te vois où dans 2-3 ans, et je voyais leur sourire et ils avaient compris en fait. Et là je me suis dit c'est un signe, si ils m'ont quasi proposé avant même que je leur dise, donc c'était un signe en fait. Et puis en fait déjà moi je m'en souvenais plus, mais déjà à l'entretien de recrutement je leur avais dit que je voulais entreprendre. Donc j'étais quand même arrivée en entretien de recrutement pour un CDI en leur disant que je voulais entreprendre, donc je m'en souvenais plus, mais eux l'avaient bien en tête. Et donc l'objectif c'était de comment mettre en pratique ce projet en veillant à ce que ce soit positif pour chacun. Et ça s'est fait progressivement avec une réduction du temps de travail et ensuite un détachement progressif. Et donc, comment ça se passe pour toi ? Donc, réduction de ton temps de travail pour que tu puisses développer ton projet. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait ? Alors, à ce moment-là, au départ, j'étais plus sur une idée de tiers-lieu, une espèce d'espace coworking, mais toujours avec cette dimension bien-être. Moi, ça faisait En fait, depuis la fin de mes études supérieures, en fait, j'ai terminé mes études sur les rotules. Et j'ai eu des premiers signaux qui m'ont fait peur et en fait j'ai commencé à m'intéresser au bien-être. Lors de la formation à l'entrepreneuriat que j'évoquais tout à l'heure, j'ai fait aussi une rencontre qui m'a un peu bousculée. J'ai rencontré une femme qui est arrivée dans la formation, donc avec beaucoup de charisme, un profil vraiment hyper intéressant sur un poste vraiment ambitieux et qui en même temps avait un regard totalement vide. Et en fait cette personne nous expliquait qu'elle faisait un burn-out. Et que voilà, elle essayait de se reconstruire. Et en fait, je me suis vue dans cette personne. Et je me suis dit, ça, c'est toi dans 10 ans, si tu ne changes pas de mode de vie. Donc ça a été vraiment un électrochoc. Et de ce fait, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la psychologie-psychothérapie, parce que c'est ce qui était le plus connu. Et pareil, dans l'univers d'où je viens, on parle pas de tout ça. Et puis progressivement, j'ai découvert d'autres pratiques, la sophrologie, le reiki, la réflexologie. Donc j'ai pris soin de moi progressivement. Et puis je me suis passionnée en fait dans ce domaine-là pour le bien-être, pour le développement personnel. Donc la première idée qui me vient, c'est créer un espace de coworking avec à l'étage des bureaux pour des professionnels de santé et du bien-être, pour permettre à chacun, dans des zones où il y a beaucoup d'entreprises, d'avoir un lieu où ils peuvent se retrouver, rencontrer des clients, mais aussi prendre soin d'eux sur le temps du midi, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps sur d'autres créneaux horaires, finalement. Puis, progressivement, ça évolue en vraiment centre bien-être, en me disant, moi, j'ai rencontré ces difficultés pour trouver des praticiens, trouver les pratiques qui nous plaisent, c'est hyper compliqué quand on ne connaît pas le domaine. Tu me parles de sophrologie, j'en ai jamais entendu parler. Ok, je peux lire les définitions sur Internet, mais ça m'aide pas à comprendre ce que c'est forcément. Oui, puis à trouver la bonne personne aussi. C'est ça, exactement. Donc ça marche beaucoup par bouche à oreille, mais en fonction de ton besoin, effectivement, c'est pas forcément cohérent. C'est pas parce que mamie Jacqueline qui a des problèmes de rhumatisme te conseille quelqu'un que ça va être adapté pour toi, qui a pas du tout les mêmes besoins. Donc je me suis dit, il y a besoin d'accompagner là-dessus, et autant faire un centre où je mets à disposition des locaux pour les professionnels du bien-être,
Moi, je les aide dans le développement de leur activité par du conseil. Et voilà, ça peut être l'occasion où quelqu'un qui veut prendre soin de soi vient dans ce centre et puis on peut l'orienter vers ce dont il a besoin. Et puis c'est là où, comme je disais, Covid, situation sanitaire compliquée et beaucoup plus d'incertitudes sur l'avenir, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, pour un lieu en présentiel, ça devenait compliqué. Ça devenait très compliqué, on savait vraiment pas ce que ça allait donner. Et puis moi, je suis revenue un peu sur terre aussi en me disant, mais c'est ton premier projet entrepreneurial, tu vas te lancer dans des investissements énormes, toute seule. Donc commence peut-être par tu sais que tu veux devenir entrepreneur, et maintenant que tu as sauté le pas, tu sais que, je l'espère du moins, le reste de ma vie va être consacré à ça. Donc ça serait dommage de te louper sur un projet aussi gros tout de suite et puis de te dégoûter ensuite. Donc commence peut-être par un projet plus à ta portée, et puis cette idée-là, elle peut rester dans un coin de ta tête, elle pourra revenir. Et puis finalement, j'avais commencé en fait, donc à cette époque-là, je suis encore à temps partiel, je commence à aller voir les BGE, tout ce qui est dispositif d'aide à la création d'entreprise, sauf qu'ils me disent vous êtes salarié donc vous n'avez pas le droit à grand chose pour l'instant, on peut pas vraiment vous accompagner, ou alors faut payer. Donc c'est assez frustrant finalement, et en même temps ça me pousse à sauter le pas de vraiment arrêter le salariat. Mais voilà, donc je me dis c'est pas grave, en attendant je vais faire mon business plan, je sais comment ça marche, j'en ai fait quand j'étais en école, donc je bosse là-dessus et je construis un super dossier pour créer sa boîte. Donc je fais une étude de marché hyper poussée, je rencontre des praticiens, etc. C'est génial, sauf qu'en fait je passe jamais à l'action. Donc c'est bien, je fais tout sur le papier, mais je vais jamais vraiment confronter mon idée, je vais pas dans le concret. Et finalement l'opportunité du Covid, ça a été une bonne leçon pour me dire mais faut aussi c'est le job d'entrepreneur de rebondir en fonction des événements, du contexte. Et quand je parle à l'époque avec les praticiens, les professionnels du bien-être, ils veulent pas du tout aller sur le digital. Sauf que le contexte évolue et ils sont obligés d'y aller s'ils veulent pouvoir bosser pendant les confinements, parce que c'est des métiers qui ne sont pas tous reconnus, donc ils n'ont pas tous la possibilité de garder leur cabinet ouvert. Donc je commence à discuter avec eux et ils disent c'est vrai que finalement on commence à s'y mettre et on arrive à lever quelques peurs, finalement c'est pas si compliqué que ça. Et puis finalement ça fonctionne. Et c'est vrai que finalement on a quand même du résultat par rapport aux accompagnements. Donc je me suis dit, tiens, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, allons-y. Donc je me suis dit, je vais basculer sur le digital. En plus, c'est dans l'air du temps, parce que c'est un peu il y avait cette petite résistance aussi par rapport au premier projet, de me dire, mais on est quand même dans un monde où tout est en train de se digitaliser, on parle de startups qui sont tous sur le digital, et moi, je vais créer un projet qui est bien physique, bien ancré. Est-ce que c'est encore dans l'air du temps ? Donc j'avais quand même cette question-là, donc ça venait y répondre. Et puis pareil, le premier projet il était à destination des professionnels du bien-être, et moi, l'objectif c'était d'aider les particuliers à la fin aussi. Donc c'était pas la même cible. Donc là, passer par le digital, ça me permettait de directement m'adresser aux particuliers. Donc finalement, je me suis rendu compte que ça venait, moi, répondre à quelques irritants que j'avais sur le premier projet. Ça venait répondre à un nouveau besoin auprès des praticiens. Les praticiens commencent à me dire oui, c'est vrai qu'on voit des choses qui se développent sur le net, on aimerait bien faire mais on sait pas faire, on prend pas le temps de le faire. Donc je me suis dit voilà, ma plus-value elle est là, c'est de les aider à créer des programmes en ligne, à se faire connaître en ligne finalement, et c'est l'occasion pour eux d'accéder à un public auquel ils ont peut-être pas accès aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et donc quand tu bascules sur ce modèle digital, comment ça se passe, comment tu vas chercher des praticiens? Du coup, maintenant, au début, en tout cas, tu peux dire, voilà, je suis métropole lilloise parce que le lieu est en métropole lilloise et parce que donc il me faut des gens plutôt autour de la métropole lilloise. En basculant sur le digital, tu peux aussi toucher un public beaucoup plus large géographiquement parlant et aussi avoir des praticiens qui soient un petit peu au-delà. Donc là, comment ça se passe en fait? C'est là où ça ouvre effectivement les possibilités, donc ça crée beaucoup plus de possibilités, on peut aller toucher beaucoup plus loin effectivement le public. Pour l'instant, je suis encore beaucoup avec des praticiens de la région parce que ça facilite beaucoup les choses, et voilà, il y a déjà une relation de confiance qui s'est créée parce que ces praticiens-là, il y en a beaucoup que j'ai contactés sur la première étude de marché. Donc pendant 2 ans,
on restait en contact, on discutait, on échangeait, ils ont vu le projet évoluer. Et pour moi, c'était évident que j'allais bosser avec eux parce que c'est un peu grâce à eux aussi que le projet a évolué. Donc tout de suite, j'ai eu une dizaine de praticiens qui étaient évidents finalement, et c'est ceux avec qui je bosse aujourd'hui. Donc ça s'est fait assez naturellement à ce niveau-là. J'ai quasiment pas eu à faire de prospection. J'avais bossé sur des bases de données énormes de professionnels du bien-être sur toute la région de France. Donc cette matière-là, je l'ai déjà grâce au premier projet. C'est vraiment ce que j'ai réussi à transférer justement. La difficulté, elle est plutôt pour moi de développer la partie digitale parce que je viens pas de cet univers. Je commence vraiment de zéro. Alors j'ai profité de quelques formations quand j'étais encore salariée pour me former à la création de sites internet, des choses comme ça. Et là, j'ai vraiment tout appris sur le tas. Donc apprendre à créer mon site web, j'ai tout fait de A à Z. Apprendre le montage vidéo pour les programmes. Voilà, j'ai vraiment appris sur le tas, donc c'est ce qui m'a pris pas mal de temps. Et puis après, voir comment atteindre les particuliers, parce que c'est un autre public aussi. Donc c'est tout ce travail ensuite sur la communication, comment expliquer l'offre, qui est une offre finalement assez nouvelle, parce qu'aujourd'hui, des programmes bien-être en ligne, soit tu as des programmes créés par les praticiens, mais du coup, souvent la personne connaît déjà le praticien et c'est un peu la continuité. Soit c'est des programmes vraiment axés plus yoga ou vraiment dans le sport, et c'est comment réussir à faire prendre confiance en cette nouvelle offre, et c'est tout le travail que je fais aujourd'hui justement de créer cette relation de confiance avec mes communautés, à développer à la fois les programmes. Donc j'ai d'abord commencé par ça parce que je me disais mais pour aller chercher le public, j'ai besoin d'avoir quelque chose à leur offrir. Une offre en fait. C'est ça. Ouais. Donc en fait, sur les premiers mois d'activité, j'ai vraiment construit les programmes. L'objectif, c'était de proposer une palette aussi, parce que je vise encore une fois des personnes qui connaissent pas forcément ces pratiques. Et maintenant que j'ai une dizaine de programmes, on va arriver à 12 là. Là maintenant, l'enjeu il est vraiment de réussir à aller faire connaître cette plateforme, en parler. Donc ça passe par les réseaux sociaux évidemment, ça passe par des mises en relation, ça passe par les communautés de mes partenaires, ça passe par des événements réseau, et puis ça passe par un peu ce qu'on est en train de faire là, faire parler aussi d'Oman à travers des podcasts, à travers des médias, à travers des influenceurs, voilà, essayer de fédérer tout ce beau monde autour de cette plateforme et donner envie de découvrir cette offre qui est assez nouvelle finalement. Et donc qu'est-ce que les gens trouvent chez toi ? Alors, ce qu'ils trouvent chez moi, c'est des outils, des méthodes qu'ils peuvent mettre en pratique en autonomie chez eux quand ils en ont besoin pour prendre soin d'eux. Donc, ça se présente sous forme de programme initiatique qui est en ligne, donc disponible H24. C'est des vidéos qui sont enregistrées. Donc, dans chaque programme, on a différents contenus. C'est principalement de la vidéo parce que j'aime bien qu'on puisse voir aussi à qui on a affaire, qui est ce praticien, pour qu'il y ait cette relation aussi qui se crée. Mais on peut avoir des audios, on a souvent des workbooks. Le but, c'est pas un annuaire bien-être. C'est vraiment de tester la pratique, d'avoir des outils qu'on peut mettre en pratique quand on en a besoin. C'est un peu la version... je compare souvent ça, et c'est de là aussi qu'est née l'idée, c'est les applis de sport existent, ça fonctionne très bien, tout le monde y est habitué. L'idée, c'est de faire la même chose version bien-être, en fait. Parce que le sport, c'est génial. On apprend tous à prendre soin de notre corps, c'est top et c'est hyper important, mais on est des êtres à part entière et il n'y a pas que le corps physique, il y a aussi l'enveloppe mentale, il y a les émotions, il y a l'enveloppe même spirituelle si on y croit. Donc, il y a aussi des choses à faire là-dessus et c'est vraiment l'objectif. Donc, vous avez différents programmes. Vous choisissez celui qui vous intéresse. S'il y a besoin de conseils, je suis là pour aider à orienter. Et une fois que la personne est inscrite à ce programme, elle a accès à un contenu pendant 1 an. Ça va passer par des vidéos, des audios, des workbooks, des mémentos. Et à la fin du programme, on aime bien mettre en place soit un appel offert, soit une visio avec le praticien pour aussi avoir l'occasion de poser ses questions en direct. Et la personne a accès à travers ces contenus à de l'apport théorique de certains concepts, surtout plus sur la partie développement personnel. Parfois, ça va être plus des cours, comme par exemple avec le programme Pilates. Et le but, c'est aussi qu'il y ait beaucoup de pratiques. Donc, ça peut être vraiment des automassages sur la réflexologie plantaire, par exemple. Ça peut être des exercices pratiques à faire sur l'accompagnement au deuil ou à la perte. Voilà, le but, c'est vraiment que vous puissiez découvrir concrètement ces pratiques, vous les approprier,
tester, voir qu'est-ce que ça vous apporte. Et ça peut venir agir sur différents domaines. Ça peut être sur la gestion du stress, ça peut être sur la prise de confiance en son corps, ça peut être sur trouver du sens dans ce que je fais au niveau pro ou perso. Voilà, on vient vraiment essayer de toucher tous les domaines de vie, tous les questionnements qu'on peut avoir, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel ou autre. On essaye de créer pour tous les goûts. D'accord, super. Et tu parlais aussi d'une offre pour les entreprises, c'est ça? Parce qu'il y a cette plateforme digitale qui est plutôt axée sur les particuliers qui veulent découvrir des pratiques de bien-être et les mettre en place finalement par eux-mêmes dans leur quotidien, voire s'ils sont en métropole lilloise, prolonger avec les différents praticiens auxquels ils peuvent du coup avoir accès. Même s'ils ne sont pas dans la métropole d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui 80% des partenaires Omen peuvent pratiquer aussi en visio. En visio, ouais, d'accord. Il n'y a que certaines pratiques où c'est pas possible, mais l'essentiel peuvent le faire en visio. Ok. Et donc cette offre pour les entreprises, c'est quoi du coup c'est quand même deux choses un peu différentes. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que jusqu'ici, je sépare beaucoup les deux activités. Là, je suis en train de restructurer pour allier les deux finalement. Puisque la deuxième activité, à la base, c'était le conseil et la formation. Ouais. Donc la continuité de ma première activité salariée, mais en indépendante. Donc l'objectif, c'est d'intervenir en entreprise pour accompagner les équipes, les directions, les managers sur le développement culturel et comportemental, sur le bien-être au travail, sur le management et sur le développement des compétences managériales. Donc à travers du conseil, de la formation et de l'événementiel. D'accord. Là, depuis peu, je suis coach certifiée, donc ça vient apporter une approche différente dans l'accompagnement que j'adore parce qu'elle vise vraiment l'autonomie des personnes qu'on accompagne et c'est une valeur qui est très forte pour moi. Donc ça va me permettre vraiment de relier finalement les deux activités parce que là l'objectif c'est vraiment de me positionner comme accompagner l'être humain, qu'il soit dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre privé, à identifier et faire émerger ses ressources. Okay. De manière à construire une vie qui lui ressemble, qui est alignée à son identité, à ses valeurs. Donc ça peut passer aussi bien par la plateforme bien-être qui peut aider pour ceux qui veulent le faire plus en autonomie, ça peut passer par du coaching dans le cadre privé pour ceux qui ont vraiment besoin d'un accompagnement plus personnalisé. Et dans l'entreprise, ça va passer aussi par du coaching et ça peut être pour de la formation aussi. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner toute personne, mais avec quand même une dimension et une spécialisation que j'ai envie d'avoir aussi autour de la thématique de la solitude, parce que c'est une thématique auquel on a été beaucoup confrontés ces derniers temps. Tout à fait. Donc j'ai envie vraiment de me spécialiser dans cette approche-là, d'accompagner, ça peut être des célibataires dans le cadre privé, ça peut être des parents solos, ça peut être même des personnes qui sont en soi accompagnées, mais qui ressentent la solitude. Et dans le cadre professionnel, ça peut être des indépendants, mais ça peut être aussi des itinérants, parce que je l'ai été pendant 5 ans. Donc je sais ce que c'est que partir en déplacement, à la fois devoir correspondre à des valeurs d'une entreprise avec qui on ne travaille pas finalement toujours, enfin on n'est pas toujours avec notre équipe au quotidien, donc c'est aussi un contexte un peu particulier. Et puis ça peut être aussi les télétravailleurs, parce que maintenant il y a une nouvelle méthode de travail et finalement la notion d'équipe dans l'entreprise a énormément évolué ces dernières années. Donc c'est aussi de pouvoir se dire comment on arrive à garder une culture d'entreprise, une cohésion d'équipe, tout en permettant à chacun de s'épanouir dans ce contexte-là et dans cette culture, et en réussissant à jongler entre les moments où on est plus indépendant, autonome, et les moments où on a besoin vraiment de travailler en collectif. Et toi, du coup, comment tu vis le fait de t'être lancée, tu vois, parce que finalement, c'est quand même un cap important, une réalisation pour toi de quelque chose qui était important dans ta vie, de vouloir être entrepreneur. Tout à fait. Et comment tu te sens par rapport à ça ? Je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, il y a des hauts et des bas et c'est d'autant plus intense, je pense, parce qu'effectivement, dès qu'il y a des hauts, ça peut être passé à un mode euphorique presque, et quand il y a des bas, ça peut être très déstabilisant parce que finalement, on est seul face à ces difficultés, parce qu'il y a énormément d'enjeux aussi derrière. Mais en même temps, malgré tout ça, je me sens alignée et c'est l'essentiel pour moi. Tu vois, pendant les différentes expériences professionnelles que j'ai eues avant,
j'avais toujours cette frustration de me dire, même s'il y a des jours, c'était des moments où j'étais hyper motivée, c'était top, etc. Mais il y avait toujours cette frustration au fond de moi de me dire, mais je m'épanouis pas vraiment en fait. Est-ce qu'un jour, je vais réussir à m'épanouir dans mon job ? Et là, aujourd'hui, je pense que je peux le dire en fait, que je m'épanouis. Alors oui, il y a des moments qui sont encore difficiles, oui, c'est pas toujours facile, oui, encore ce midi, on en parlait avec une partenaire, c'est pas évident de réussir à s'organiser, à se motiver quand on bosse seul de chez soi ou autre. Mais malgré tout ça, malgré voilà, toutes les contraintes que ça peut apporter, je me sens moi alignée, je me sens à ma place. Et je pense que c'est la première fois que je peux dire ça au niveau professionnel. Je sens vraiment que je suis à ma place et je m'éclate parce que si demain j'ai envie de bosser sur ma com, je peux le faire. Si après-demain je veux développer de nouveaux projets, je peux le faire. Oui, tu fais ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc après, je fais ce que je veux, mais il y a quand même certaines contraintes parce qu'il y a des échéances qu'il faut remplir. Mais néanmoins, j'ai ce côté de diversité qui me nourrit énormément. J'ai toujours été comme ça dans tous les domaines, même enfant. J'ai toujours voulu m'intéresser à plein de choses et je pense que c'est ce qui faisait que j'avais du mal à choisir un métier finalement, à savoir dans quelle voie me diriger parce que en fait je voulais tout faire. Et dans la vie privée c'est pareil, j'ai pas une passion, je m'intéresse à plein de choses finalement et ça m'embête de devoir choisir. Alors je trouve ça génial, les personnes qui sont passionnées, qui développent une expertise dans un domaine, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin d'avoir plus cette hauteur et de pouvoir toucher un peu à tout. Alors oui, bien sûr, j'ai pas atteint le même niveau d'expertise et de compétences, mais ça me va bien aussi de pouvoir toucher à tout, et c'est ce que je retrouve dans l'entrepreneuriat, et c'est ce que je venais chercher aussi. Et puis le côté aussi réseau relationnel qui est hyper important. Enfin, là, j'ai l'impression que depuis 1 an où je suis partie, et d'ailleurs c'est rigolo qu'on fasse ce podcast aujourd'hui parce que il y a 1 an pile, c'était mon premier jour en tant que non-salarié. Premier jour du reste de ta vie. C'est voilà. Ça, exactement. Donc, et depuis 1 an, ouais, j'ai fait plus de rencontres et j'ai plus appris que ce que j'ai pu faire pendant tout ce qui s'est passé avant, toute ma première vie, effectivement. Ouais, c'est toujours marrant ce moment où voilà, les choses elles basculent et quelque part on se dépasse, on se surprend aussi dans les ressorts qu'on peut avoir. Est-ce que toi c'est aussi quelque chose qui a pu te surprendre ? Ouais, tout à fait. C'est l'exercice que j'essaie de faire régulièrement parce que c'est vrai que quand on est le nez dans le guidon, quand on est par rapport à ses hauts, ses bas, on peut très vite tomber dans mais j'avance pas assez vite. Tu vois, 1 an après, j'imaginais, je sais pas vraiment ce que j'imaginais, mais je pensais avoir peut-être beaucoup plus avancé et je me dis mais j'en suis que là. Mais en fait, finalement, je pense que j'avais pas conscience de tout ce que je devais faire pour en arriver là. Et finalement, quand je me retourne et que je regarde tout ce que j'ai parcouru, je me dis non mais quand même, attends, t'as appris en 3 mois, t'as lancé un site internet alors que t'avais jamais fait de site internet de ta vie, t'as tout fait de A à Z, t'as lancé 10 programmes, enfin 12 même, et t'avais jamais fait de montage de vidéo de ta vie à part des petits trucs que tu fais vite fait pour les anniversaires des copains. T'as développé un réseau, t'as rencontré un tas de personnes hyper passionnantes, t'as réussi à garder à côté une activité qui te permet aussi d'avoir une rentrée d'argent pour pouvoir financer le reste et te laisser le temps de développer comme tu veux la plateforme Omen. Donc finalement oui, c'est hyper important de faire cet exercice-là en tant qu'entrepreneur parce que si on regarde... Alors c'est vrai que souvent on nous dit qu'il faut regarder vers l'avenir, il faut regarder pour garder espoir, etc. Et je suis pas forcément d'accord avec ça parce que quand on regarde l'avenir, le risque c'est de pas savoir se satisfaire du moment présent, c'est de toujours être dans ce stress, donc je veux atteindre ça et j'y suis pas encore. Et parfois ça fait du bien de regarder en arrière et de se dire ah ouais quand même j'ai déjà fait tout ça quoi. Ouais, tout ce qui a déjà été accompli en fait. Tout à fait. Et qu'on a des fois du mal à mesurer parce que... Surtout en France, je pense. On est assez fort en autocritique et on a parfois un peu du mal à être positif en fait sur soi et sur ce qu'on a déjà réalisé. Ouais, tout à fait. Et puis moi et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a justement quand j'ai terminé mes études, que je commençais à m'intéresser à ce domaine, j'ai rencontré des entrepreneurs et il y en a un qui m'a dit une phrase marquante, c'est t'as tout ce qu'il faut pour être entrepreneur, sauf une chose primordiale. Tu t'es jamais planté. Et ça m'a vraiment...
sur le coup, je l'ai mal pris presque. Et en fait, au moment de me lancer, j'ai eu cette phrase-là qui est revenue en tête en me disant, mais de toute manière, oui, je risque de me planter. Mais en fait, j'ai peut-être besoin de ça pour réussir après, parce que c'est comme ça que je vais en tirer les apprentissages, et c'est comme ça que je vais avancer, et que le projet va évoluer. Et effectivement, quand je me suis rendu compte qu'il y avait le Covid, que le projet de créer un centre physique, c'était peut-être pas hyper adapté, j'aurais pu abandonner et me dire, bah voilà, je me suis plantée. Mais non, j'ai eu envie de justement poursuivre, et c'est comme pivoter, ça qu'à aujourd'hui, Oman est né, sinon ça n'aurait jamais existé, j'aurais peut-être jamais eu l'idée finalement. Donc c'est vrai que c'est important, et c'est, comme tu le dis, c'est vrai que dans la culture française, on a du mal à effectivement savoir valoriser les acquis, valoriser ce qu'on a déjà fait, valoriser les échecs. D'ailleurs, le terme échec est déjà très dur, alors que finalement, chaque échec est un apprentissage. Oui, et puis moi je pense qu'on n'échoue jamais, parce qu'en fait on retire toujours quelque chose, une expérience, on a tenté en fait, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais finalement c'est pas tant la finalité que le chemin qu'on a accompli qui est intéressant. C'est ça. Les personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont peut-être donné des idées, qui nous ont guidés, accompagnés sur un premier projet, et qui finalement changent, mais aussi par les rencontres qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Et puis ce que tu dis est hyper important, c'est qu'au moins on a osé le faire. On a osé tester, osé essayer, et même si on a échoué, on peut être déjà hyper fier d'avoir osé tester, parce que on en rencontre plein aussi, des personnes qui veulent faire plein de choses de leur vie, mais qui finalement passent jamais le pas. Ou qui se plaignent de la vie dans laquelle ils sont, mais qu'est-ce qu'ils font pour changer ça ? À quel moment ils prennent leurs responsabilités ? Et ça, c'est une notion qu'on voit beaucoup en coaching, et c'est pour ça que j'aime autant cette pratique, c'est qu'on vient chercher la responsabilité de la personne. Oui, on peut se trouver des excuses dans le contexte, j'aurais pu me dire, c'est tout, il y a le Covid, du coup je me lance pas. On peut trouver des excuses dans ce que les autres font. Oui, on nous met des barrières, c'est vrai que on est dans un pays, oui, il y a beaucoup de taxes, c'est compliqué pour les entrepreneurs, mais il y a aussi vachement d'aide aussi à côté. Donc, il y a quand même un système qui est très protecteur, notamment quand on veut se lancer, il y a beaucoup de dispositifs qui permettent d'accompagner, notamment un dispositif qui s'appelle le chômage, que les salariés, que toutes les personnes qui payent des cotisations financent, et qui permet aussi d'accompagner des personnes soit dans des phases plus difficiles, de pas se retrouver sans rien, ou quand on a un projet, de pas se retrouver avec zéro du jour au lendemain. C'est quand même appréciable. Puis, c'est ça. Et de ce fait, profitons de ces dispositifs-là, osons essayer au moins. Et puis après, ça n'empêche que bien sûr, il y a certains peut-être garde-fous à mettre. Après, c'est propre à chacun. Mais c'est important d'oser. Et moi-même, j'ai pu tomber dans la facilité. Comme je te disais tout à l'heure, le premier projet, je le faisais sur le papier, mais il n'y avait rien de réel. Et je me suis rendu compte que j'étais dans cette sécurité de me dire, en fait, je suis en train de bosser sur le développement d'une entreprise, mais je suis encore salariée, donc j'ai cette sécurité. Et puis, ça a l'air vachement sympa ce que je veux créer, mais en fait, c'était pas du réel. Et c'est vrai qu'on peut vite tomber dans ce blocage-là, de rester dans le rêve, finalement, dans le mental. Et effectivement, celui qui ose faire, même s'il se plante, au moins, il a osé sortir de cette zone de confort, quoi. Oui, tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure que tu étais aussi, que tu enseignais, du coup, à l'EGC et à Polytech aussi, c'est ça ? Exactement. Pourquoi tu as choisi, en fait, de cette partie-là pour transmettre des savoirs, j'imagine, mais peut-être autre chose aussi ? En fait, si tu veux, Polytech m'avait contacté 2 ans après mon master. J'avais été mise en relation pour donner des cours. Alors, ça m'intéressait énormément. Seulement, l'emploi du temps avec les déplacements n'était pas compatible, donc ça ne s'est pas fait. Et puis, au moment de me lancer, la peur aussi, de ne pas avoir de business, de galérer à faire rentrer de l'argent, parce qu'il faut quand même ça pour vivre. Je me suis dit, tiens, pendant cette période transitoire où je me lance, le temps de développer l'activité, ça peut être bien de donner quelques cours à côté. Comme ça me fait une petite sécurité financière, et puis c'est l'occasion de tester, voir si ça me plaît ou pas. Donc je les ai recontactés. Donc j'ai effectivement été prise pour donner des cours de management au master. Et je me suis dit, ok, il y a ce cours-là. Et j'avais un très bon souvenir de l'EGC, donc je me suis dit, de mes anciennes écoles, je me suis dit, c'est quand même dommage de donner des cours
dans une école d'ingénieurs que je connais pas et de pas aller voir mes anciennes écoles. Donc je suis allée les voir aussi. Et puis j'ai été accueillie à bras grands ouverts par le GC, ce qui a permis ils m'ont vraiment fait entièrement confiance en fait. Ils m'ont proposé de donner des cours de développement personnel, soft skills, et moi j'étais hyper impressionnée parce que c'est des cours qui n'existaient pas du tout à l'époque. J'étais hyper contente de voir qu'on parle de ces sujets-là aujourd'hui aux jeunes, c'est hyper important. Et un autre module où justement ils avaient des heures à placer pour accompagner les étudiants. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment de programme précis, donc ils m'ont dit écoute, on donne carte blanche et puis on va construire ensemble un module. J'avais eu l'occasion de parler du fait que j'étais en train de me former au coaching, de mon cheminement personnel et voilà, je voyais que ça intéressait et on s'est dit mais il y a quelque chose à faire pour les étudiants, donc on a créé aussi un cours mixte entre un cours collectif et de l'accompagnement aussi individuel et on sent que les jeunes ont aussi besoin de cet accompagnement individuel parce que aujourd'hui finalement, on avait un peu les mêmes problématiques. C'est qu'ils sont aussi paumés que moi à l'époque. Et qu'effectivement, ils sont là, mais ils savent pas forcément ce qu'ils veulent faire après. Et c'est vrai que le contexte les aide pas forcément à se projeter vers l'avenir. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui est hyper intéressante et je pensais pas. En fait, c'était plus au départ, tu vois, comme ça, l'opportunité un peu en test. Et là, je me rends compte que c'est un public hyper intéressant. Alors oui, bien sûr, c'est parfois pas toujours discipliné. Le niveau de concentration est compliqué à maintenir, on va dire. Mais à côté de ça, ils ont des questionnements hyper pertinents. On est là, on travaille avec eux sur leur avenir. Et c'est hyper nourrissant quoi, de bosser avec eux. Et finalement, je retrouve une autre vision de la formation par rapport à ce que je connaissais dans le monde de l'entreprise, où j'étais face à des publics qui étaient très réfractaires au changement. Là, à l'inverse, ils veulent que du changement. Donc, c'est hyper intéressant. Super. Et même si il faut regarder ce qu'on a accompli au présent, j'aime bien aussi qu'on parle un peu de l'avenir de toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec Oman dans les prochains mois, tes projets qu'est-ce que tu as en cours comme idée? Alors sur Oman, sur les prochains mois, là comme je te disais, je suis vraiment en train de réorganiser l'offre pour vraiment proposer quelque chose de complet, d'intégrer ma partie coach et créer quelque chose de plus lisible. Donc ça c'est vraiment la priorité numéro 1. Ensuite, l'idée c'est de continuer à faire connaître Oman parce que c'est les enjeux du digital, c'est réussir à faire sa place aussi. Donc alors, je comptais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus, j'ai envie de revenir à l'humain au-delà de l'inter-écran. Donc, de pouvoir participer à des événements, pourquoi pas organiser aussi des événements, c'est quelque chose qui nous appelle au sein des partenaires aussi Oman. Donc là, on est en train de réfléchir à commencer à tester quelques événements. Ça pourra être aussi en digital, mais peut-être en présentiel. On est en train de réfléchir à mettre ça en place pour avoir l'occasion de se parler en live aussi et d'aller plus loin aussi peut-être que ce que proposent les programmes ou de spécialiser sur certaines thématiques. Donc voilà, il y a cette envie d'aller vers l'événementiel et c'est quelque chose que moi j'ai en tête depuis le début, le lancement dans l'entrepreneuriat. Il y a toujours eu cette dimension événementielle qui était là et que j'ai pas exploitée. Mais voilà, je sens qu'elle m'appelle et c'était le bilan de 2021. C'est revenu en force. Voilà, il y a besoin de développer ça. Et puis ensuite, continuer à donner de la visibilité, à développer. Et puis peut-être d'ici 2-3 ans, pourquoi pas aussi créer un organisme de formation qui permette aussi aux partenaires Oman d'intervenir en entreprise et de proposer aussi une offre qui permet d'avoir l'expertise plus entreprise que je peux avoir, mais aussi l'expertise de praticien du bien-être et les aider à venir prendre leur place aussi dans l'entreprise parce que je pense qu'il y a de belles choses à faire et faire en sorte que les sujets QVT, bien-être au travail ne soient plus que l'objet d'une action push une fois par an pour la journée du bien-être, mais que ce soit vraiment intégré dans la stratégie d'entreprise, dans les activités du quotidien et que ce soit une thématique de fond et qui est présente tout au long de l'année et pas juste lors d'un événement au cours de l'année, quoi. C'est clair.
Et est-ce que toi, tu as été accompagnée? Tout à l'heure, on parlait de la BGE. Est-ce que tu t'es fait accompagner pour ton projet? Alors de ce fait, j'ai été accompagnée par la BGE. J'avais fait avant ça, quand j'ai commencé à prendre la décision de réduire mon temps de travail, etc., j'ai profité d'une formation sur Dunkerque qui est top et que je recommande, qui est créée par Spark, qui est un incubateur sur Dunkerque. Et c'était une semaine intensive pour bosser sur nos projets. Et c'était hyper intéressant, ça m'a énormément aidée. Ensuite, donc, j'ai intégré la BGE, j'ai intégré l'Incubatest, donc l'incubateur de la BGE, au lancement de mon activité. Donc, c'était aussi hyper riche. Moi, j'ai juste dû le quitter très rapidement parce que là, pour des questions juste logistiques, techniques par rapport au mode de paiement lié à ma plateforme. Mais si j'avais pu continuer, j'aurais continué quelques temps. J'avais contacté une association de retraités qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leur activité, mais j'avoue que ça s'est pas fait finalement. Je les avais contactés, il n'y a pas eu c'était l'été, donc je pense qu'avec les vacances de chacun, on a eu du mal à concrétiser l'accompagnement, mais je pense que ça peut aider aussi certains. Et puis après, c'est plus de la formation que je vais chercher en ligne, surtout sur la partie communication notamment, où je peux aller chercher des formations en ligne. Je sais qu'il y a de très bons réseaux aussi, et là c'est ce que je suis en train de regarder en ce moment aussi, les différents réseaux d'entrepreneurs qui existent, avec certains qui proposent justement des formations, des mentorats. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de regarder, que j'ai pas encore mis en place. Après, c'est toujours le temps qui manque, parce que j'ai déjà une activité bien remplie. Et c'est le but, c'est de pouvoir. J'ai pas envie de me mettre dans un réseau pour dire d'y être. J'ai envie de pouvoir m'impliquer, m'engager pleinement aussi. Et avoir le temps aussi de bénéficier de ce qu'ils peuvent m'apporter. Donc là, je suis un peu en sondage là-dessus en ce moment. Oui, c'était à Bouge ta boîte hier ou un truc il y a 2 jours, je sais plus. Oui, j'ai été à Bouge ta boîte effectivement cette semaine. Là, je sais que hier, j'ai eu aussi Little Big Woman au téléphone parce que j'en entends beaucoup de bien aussi. Donc je suis allée voir ce qui se passe. J'ai été voir ce qui se passe au niveau de la BNI. Donc voilà, j'essaye de me renseigner, de voir un petit peu ce qui est proposé. Après, je sais qu'il y a des réseaux aussi en ligne comme F Collective, Beboost, qui sont aussi hyper intéressants. Je sais que j'ai déjà suivi certaines de leurs conférences ou autres, et il y a aussi beaucoup à apprendre, je pense, de ces réseaux-là. Donc, comme tu disais, on est dans un pays, et je pense dans une région qui est quand même, je trouve, très porteur au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Je sais que tu es dans le monde bancaire, et je sais que les banques développent aussi des dispositifs pour aider les entrepreneurs, et je trouve ça génial. Moi, ça a vraiment été aussi quelque chose qui m'a rassurée quand j'ai eu envie de me lancer, en me disant mais il y a plein de dispositifs qui aident. Il y a plein de personnes qui sont là et qui ont envie de nous accompagner, donc c'est hyper rassurant. Oh, carrément. Tu vois, Émile, je regarde, ça fait un peu plus de 50 minutes qu'on discute. Ça fait vite. Oui, voilà. Et on approche de la fin du podcast. Déjà, je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Je pense que ce sera très intéressant pour les auditeurs de découvrir ton parcours et ce qui t'a amené à te lancer, toujours en mettant l'humain, le bien-être, et d'apporter quelque chose aux personnes qui auront envie d'aller découvrir ce que tu fais sur Oman, et peut-être aussi aux entreprises qui voudraient offrir quelque chose de plus à leurs salariés, et pas qu'une fois dans l'année, mais tout le temps. Je vais te poser les dernières questions du podcast. Pour moi, donc, le podcast s'appelle La Boussole. La boussole, ça indique le nord. Et pour moi, le nord, c'est l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est celle qui guide le berger dans la nuit, et peut-être qui nous guide aussi un peu dans la vie. Et toi, qu'est-ce qui te guide dans la vie ? C'est une bonne question. Alors, je pense que le mot qui revient, c'est l'humain, et c'est le développement humain. Je pense que c'est quelque chose qui me passionne tant au niveau professionnel que personnel. Je suis toujours curieuse de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir leur parcours, de voir ce que chacun est capable de réaliser, mais de voir aussi les potentiels qui sommeillent en chacun. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et si je peux contribuer un tout petit peu à permettre à quelques personnes de venir exploiter ce potentiel qui est là pour qu'ils trouvent l'alignement, l'épanouissement, c'est génial. Et puis, le deuxième point que j'aimerais aussi aborder, tu vois, quand tu dis l'étoile du Nord, moi, ça me fait penser au côté aussi
quelle est l'étoile qui est là, qui me protège et quel est finalement mon ange gardien. Moi, je fais aussi cette association-là et j'ai envie de revenir sur ma grand-mère qui, pour moi, maintenant, qui est de là où elle est, a été vraiment, et je pense, m'envoie cette énergie et pour moi, un modèle vraiment que je garde en tête et quand les moments sont plus compliqués, quand j'ai envie de baisser les bras, d'avoir comme ça des personnes qui nous inspirent, qu'elles soient autour de nous ou qu'elles soient ailleurs, ça aide aussi à se dire tout est possible et on peut y arriver. Et oui, il y a des épreuves, mais la vie nous apporte des épreuves qu'on est capable de surmonter. Donc ça aide aussi à aller de l'avant. Super. Alors ceux qui suivent le podcast depuis longtemps et puis ceux qui me connaissent aussi personnellement savent que j'ai une pile à lire qui se renouvelle un peu sans cesse. Voilà, ne baisse pas vraiment, mais c'est comme ça, c'est la vie. J'ai le même problème, je comprends. Et donc j'adore lire et donc je suis toujours preneuse des conseils de mes invités. Donc si tu avais un livre à nous conseiller, je suis tout à fait preneuse. Alors j'en aurais 2 pour essayer de que chacun s'y retrouve. Super. Alors il y a le livre Super-héros de Marine Barnerias, qui est une nana hyper dynamique. D'ailleurs, elle a sorti un film il n'y a pas si longtemps qui reprend son histoire, qui est une nana assez dynamique et qui est atteinte de la sclérose en plaques depuis ses 18-19 ans, donc c'est très très jeune. Et moi, ça m'a forcément touchée parce que ma maman a la sclérose en plaques, donc ça a fait écho chez moi. Et pareil, tu vois, un peu comme ce que je disais juste avant, c'est une nana qui, malgré cette difficulté-là, ça lui a donné envie d'aller à la rencontre d'elle-même. Et elle a fait 3 voyages avant de choisir de prendre un traitement ou non, elle a voulu aller à la découverte d'elle-même à travers 3 voyages basés sur le corps, sur l'esprit et sur le mental. Donc elle a cherché à repousser ses limites sur ces 3 dimensions et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment, c'est un très beau parcours de vie. Et le deuxième bouquin que j'aimerais recommander, c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau. D'accord. Qui est aussi... qui apporte... Alors c'est une personne qui travaille beaucoup aussi sur les blessures de l'âme. Et en fait, à travers le livre Écoute ton corps, du coup, il est un peu plus large et il y a plusieurs tomes aussi et ça permet de vraiment comprendre comment on peut prendre soin de soi. Et pareil, il y a sa dimension un peu physique, mais aussi mentale et émotionnelle et aussi spirituelle. Donc, libre à chacun d'y croire ou non. Et en fonction de où vous en êtes et de ce en quoi vous croyez, prenez ce que vous avez à prendre tout simplement. Et moi-même, la première lecture, je me suis dit ça me parle pas trop, mais il y a d'autres choses intéressantes. Et je pense qu'au fur et à mesure, on peut aussi changer d'avis. Donc je pense que c'est le genre de bouquin aussi qu'on peut relire plusieurs fois et à chaque fois apprendre de nouvelles choses parce qu'il est tellement riche que je pense qu'on capte pas tout en une seule lecture pour le coup. Super. Et enfin, moi je suis toujours aussi preneuse de recommandations d'invités pour le podcast. Donc, si tu avais quelqu'un à me recommander, je serais ravie. La difficulté de choisir une personne, parce que forcément, je pense à toutes mes partenaires que j'embrasse et j'ai envie de toutes te les recommander parce que toutes ont aussi des très beaux parcours. Je dois en choisir une. Voilà. Allez, 2. Tu peux m'en mettre 2 si tu veux. Non, mais de ce fait, je vais pas choisir dans les partenaires parce qu'il va y avoir des jalouses. Non, mais je les recommande toutes dans tous les cas et tu les retrouveras sur Omen si tu veux aller les voir. Et sinon, j'ai envie de recommander une amie à moi, Laurence, qui est un énorme soutien dans toute cette aventure et dans ce quotidien. Et une personne qui a aussi son propre chemin de vie, qui est en train justement de se reconvertir. Et je sais qu'à travers ton podcast, t'aimes mettre en avant aussi les parcours de personnes qui changent, vivent des transitions de vie à un moment donné. Et je pense qu'elle a beaucoup à apporter parce que c'est une nana hyper ambitieuse, qui a énormément d'énergie à revendre aussi et qui a une capacité de résilience qui est immense et que j'admire beaucoup parce que malgré toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer, elle se relève, elle avance et une culture, une curiosité vis-à-vis du monde qui est aussi hyper intéressante. Donc je me dis que ça peut être une personne inspirante pour d'autres personnes aussi. Super, merci beaucoup Emeline. Merci à toi. Dans le podcast et dans les notes du podcast et aussi sur les réseaux sociaux, je partagerai tous les liens vers Oman pour tous ceux qui ont envie
sont curieux et qui ont envie d'aller y jeter un œil. En tout cas, je leur conseille de le faire. Et puis je te souhaite plein de belles choses avec Oman, plein de belles rencontres et que ça continue comme ça pour toi. Merci à toi. Ça en fait partie aussi de ces belles rencontres et rien que pour ça, je suis reconnaissante vis-à-vis de tout ce que la vie m'amène, parce que je suis ravie de pouvoir faire partie de ce podcast. Je trouve que ce que tu fais est aussi extraordinaire et c'est grâce à des personnes comme toi aussi qu'on peut avancer en tant qu'entrepreneur ou quel que soit ce que l'on fait finalement, parce qu'on a besoin aussi de personnes comme toi qui nous mettent en avant. Donc merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci Emeline. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.